Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Souvenez-vous, il y a 3 ans. Ah, vous vous rappelez? Tant mieux, car c'est le thème d'aujourd'hui, et ce sera la mémoire. Quand on pense, on manipule des symboles mentaux, comme des concepts ou encore des représentations d'objets. Ces symboles sont stockés dans notre mémoire. On différencie 3 types de systèmes de stockage. La mémoire sensorielle, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Pour commencer, la mémoire sensorielle est très éphémère. C'est elle qui stocke les informations captées par nos sens pendant quelques secondes. Par exemple, quand vous regardez le soleil et que vous fermez les yeux, vous voyez encore de la lumière, pas vrai? C'est une empreinte rétinienne qui fait intervenir la mémoire sensorielle. Ensuite, la mémoire à court terme concerne toutes les informations actives, celles dont on a conscience au moment T, celles dont on se sert. Elle nécessite donc l'intervention du système attentionnel pour se concentrer sur des éléments intéressants. Par exemple, en ce moment même, vous m'écoutez parler. Vous faites donc abstraction du bruit environnant grâce à votre attention. Votre mémoire à court terme vous permet de comprendre ce que je dis en stockant quelques mots, le temps que le reste de la phrase parvienne à vous faire comprendre mes explications. En moyenne, nous retenons 7 plus ou moins 2 items. Mais tout ceci s'entraîne et des moyens mnémotechniques permettent de retenir beaucoup plus. Ainsi, voilà pourquoi nous retenons mieux un numéro de téléphone en couplant les chiffres par 2 pour faire des dizaines que lorsque nous essayons de mémoriser une suite de 10 unités. On utilise aussi beaucoup de répétitions pour garder ces informations en mémoire le temps nécessaire. Enfin, la mémoire à long terme stocke toutes les informations inconscientes, les souvenirs. Ces éléments sont intégrés dans notre mémoire à long terme à force de répétition, alors qu'on les utilisait en mémoire à court terme, donc de manière insidieuse, ou à force de répétition parce qu'on veut retenir, de manière volontaire, comme un enfant apprend une poésie. Cette mémoire à long terme se divise en 3 parties. La mémoire épisodique, qui comprend tous nos souvenirs de situations vécues. La mémoire sémantique contient les informations factuelles comme les mots, les jours fériés, le nom de votre meilleur ami. Et enfin la mémoire procédurale, qui regroupe les informations permettant de faire quelque chose. Vous savez bien faire du vélo, ça ne s'oublie pas. En parlant d'oubli justement, l'oubli, c'est tout simplement le fait de ne pas réussir à retrouver une information. Pour cela, il y a 2 difficultés possibles. Soit vous avez du mal à retrouver l'information en mémoire, soit vous avez des difficultés pour enregistrer ces informations. Toutes ces explications viennent en fait du modèle proposé par Atkinson et Shiffrin. Comme toujours, il ne s'agit qu'un modèle parmi tant d'autres et sa véracité n'est pas infinie. C'est la subtilité de la science. Un autre modèle qui a rencontré un succès fou est celui de la mémoire de travail de Baddeley et Hitch. Cette mémoire de travail fait partie de la mémoire à court terme. Elle se constitue de plusieurs composantes qui sont coordonnées par l'administrateur central. En effet, cet administrateur central est un système exécutif qui partage l'attention et les ressources cognitives entre les différents composants pour ensuite prendre des décisions. Cet administrateur central coordonne des systèmes esclaves. Le calepin visio-spatial est un système esclave qui s'occupe des informations visio-spatiales, alors que la boucle phonologique se charge des informations sémantiques en utilisant notamment des autorépétitions. Le buffer épisodique, lui, n'est pas considéré comme un système esclave, mais il permet le stockage et le maintien actif d'informations quand on doit faire des allers-retours entre les 2 systèmes esclaves. Ces 3 composantes sont liées à des aspects de la mémoire à long terme, pour aller piocher des informations utiles. Quand on parle de mémoire, la première pathologie qui vient à l'esprit est la maladie d'Alzheimer. Découverte par Alois Alzheimer en 1906, cette affection neurodégénérative entraîne une altération des facultés cognitives, notamment de la mémoire et du langage, mais également des capacités d'orientation dans le temps et dans l'espace, ainsi que de la reconnaissance des objets et des personnes. Cette forme la plus commune de démence n'est pas un processus normal du vieillissement, bien qu'un des facteurs de risque est l'avancement en âge, et que cette pathologie s'aggrave au fil du temps. Ainsi, les symptômes associés varient en fonction du développement de la maladie. Les signes précoces habituels sont la difficulté à se souvenir des informations récemment apprises ainsi que des confusions. On retrouve également un problème de planification ou de résolution des problèmes. Des troubles de la concentration peuvent amener à des complications d'exécution des tâches quotidiennes, qu'elles soient familiales, professionnelles ou divertissantes. Tous ces changements sont source d'incompréhension de la part de la personne qui se montre alors plus agressive, avec des sautes d'humeur, ou qui aura tendance à s'isoler socialement. Plus tard, la gravité des symptômes augmente, notamment avec la désorientation,
la confusion spatio-temporelle, les soupçons infondés sur les membres de l'entourage, les pertes de mémoire, les troubles du comportement, ainsi que les difficultés de déglutition, de communication et de locomotion. Les répercussions de cette maladie se font sur toutes les sphères de la vie de la personne malade et affectent également son entourage. De nos jours, la maladie d'Alzheimer est incurable, mais de nombreuses études sont porteuses d'espoir. J'espère que ce sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, une question, un témoignage. À la prochaine et en attendant, portez-vous bien.